Oui, donc les liens économiques vont se nouer à partir des années 1950, donc entre la science et l'industrie, et vont donc estomper l'opposition entre la technique et la science. On va aboutir à la technoscience en fait, qui conduit au processus de colonisation technologique de toutes les sphères de l'existence. Donc ça, on peut s'en rendre compte à l'heure actuelle, hein, ne fût-ce que dans l'électroménager, vos téléphones, enfin voilà. Et donc tout ça donc, est en perpétuelle mutation et c'est soumis donc à des obligations de résultats en termes marchands et d'utilité sociale. Donc on rejoint là l'obligation de rendement, de profit euh, voulu par le capital. Donc maintenant quand on prend le terme savant, avant on employait ce terme-là pour désigner des hommes qui étaient éduqués, érudits et lettrés. Donc c'est des gens qui détenaient une certaine connaissance. Le terme scientifique en fait a progressivement chassé celui de savant, avec des disciplines autonomes comme par exemple la physique, la chimie, la biologie au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui on utilise beaucoup plus le terme de chercheur. Et on peut remarquer qu'en fait il n'y a plus vraiment de chercheurs indépendants qui mènent des recherches sur leur propre fond. Leur statut serait plutôt apparenté à celui de salarié et donc par conséquent eux aussi sont soumis aux exigences hiérarchiques et donc de rentabilité. Les savants de l'ère prémoderne en fait se chiffraient en plusieurs dizaines ou en centaines. Aujourd'hui en fait selon les chiffres de l'OCDE, il y aurait 6 millions, eh oui 6 millions, donc de savants dans les postes de recherche et de développement dans le monde. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus d'1% de la population mondiale qui a ce statut. Alors quand on regarde un peu plus près, en fait, ce ratio varie beaucoup selon les pays. Par exemple aux États-Unis, là on dénombre plus ou moins 10% de la population qui sont des chercheurs. En France, ça correspond, on va dire, à 250 000 temps plein, et dont 50 000 universitaires et 45 000 chercheurs travaillant dans le public, ou dans un organisme public. Voilà. Et c'est surtout en fait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale qu'on assistait à une croissance spectaculaire du nombre de chercheurs dans les pays développés, entre guillemets, parce qu'il y a eu la création de grands centres de recherche publique. Par exemple aux USA en 1945, l'ingénieur et conseiller scientifique de Roosevelt, qui s'appelait Vannevar Bush, je ne sais pas si s'il a rapport avec les deux dégénérés qui ont servi de président aux États-Unis, mais bon, bref, Vannevar Bush, donc, qui a publié un rapport, et il présente dans ce rapport les bases de ce que vont devenir les politiques d'intervention de la puissance publique en matière scientifique. En 1950, suite à ce rapport, il y a la création de la NSF, donc c'est la National Science Foundation, qui en fait est chargée d'orienter la recherche et qui est elle-même le bailleur de fonds des laboratoires. Bon, évidemment, il y a un problème, parce que dans ce genre d'organisation, on peut facilement échapper au contrôle démocratique. C'est ce que Eisenhower a dénoncé en 1961 dans un de ses discours. Du côté anglo-saxon, en fait, aujourd'hui, on parle plus de big science, donc ça qualifie la science contemporaine. Et cette science contemporaine donc, s'organise autour de
de grands projets, quoi, qui absorbent la modique somme de 1000 milliards de dollars chaque année. Donc, c'est pas mal, hein, 1000 milliards. Par exemple, on va considérer que le programme Manhattan, donc c'est le fameux programme où des milliers de scientifiques ont bossé pour développer les bombes atomiques, hein. Ce programme donc, est considéré comme le prototype de l'organisation scientifique moderne. Donc ces grands projets en fait vont se multiplier à partir des années 50 aux États-Unis, mais aussi en Union soviétique, et puis finalement en Europe occidentale. Donc à cette période-là, on va voir une croissance soutenue de l'emploi scientifique, qui sera alimenté en amont évidemment par un flux de jeunes docteurs produits en série, et tout ça grâce à la démocratisation de l'enseignement supérieur. Une fois que donc ils sont intégrés au système de recherche, ils sont formés pour être professeurs à leur tour, et puis ils vont grimper les échelons, et eux-mêmes vont pouvoir recruter des étudiants en doctorat. Évidemment, tout ça ne peut se faire qu'à l'aide d'injections de fonds massifs, de crédits. Alors dans les années 50, 60, 70, on a loué les crédits au labo pour une période déterminée, et avec une évaluation en fait à la fin du contrat. Donc il y avait une obligation de résultat, et si les résultats étaient satisfaisants par rapport aux recherches concernées, à ce moment-là, on signait un nouveau contrat. Dans les années 80, on a eu le fameux tournant libéral, et ça a modifié tout à fait ce principe. Donc à partir de là, les chercheurs vont plus être évalués sur ce qu'ils ont produit ou découvert, mais sur les promesses, donc ce qu'ils vont promettre de produire. Donc évidemment, ça va induire des effets pervers, hein. Donc notamment le premier effet pervers, ça va être de survaloriser les résultats, parce qu'évidemment, vous pensez bien, si les mecs disent ouais non mais ça va pas marcher, le contrat va pas être signé, donc il n'y a plus de fonds, plus rien du tout. Alors le nouveau mode d'attribution des crédits va nécessiter la mise en place d'organisations et de contrôles bureaucratiques. Ça, voilà, en amont. Et à ce moment-là, les chercheurs vont devoir rédiger des projets de recherche qui vont eux-mêmes soumettre aux agences de financement, qui sont normalement, en théorie, composées d'experts indépendants, indépendants entre guillemets bien sûr. Et ensuite, donc, ces experts attribuent des fonds en s'appuyant sur certains critères comme la pertinence, l'originalité, la qualité de montage du projet, ou alors aussi la coordination. Le problème avec ce système, c'est que il présuppose en fait l'indépendance du comité de sélection et de ses capacités à évaluer de tels projets. Il se fait que ces comités sont composés de scientifiques qui sont eux-mêmes potentiellement en compétition avec les porteurs de projets, quoi. Donc c'est chercher l'erreur. Donc on appelle ça des conflits d'intérêts, hein. Et alors un autre problème, ça peut être aussi le copinage ou le renvoi d'ascenseur. Donc je sais pas moi, tel scientifique a dépanné un tel 3 ans auparavant, oui c'est vrai, tu te souviens, j'ai fait ça pour toi, oui ok d'accord, enfin voilà, vous voyez comment ça fonctionne, hein. Pur conflit d'intérêts, quoi. Alors en fait il va y avoir d'autres choses d'autres problèmes qui vont être générés par ce système, notamment l'hypercompétition. Donc parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que le nombre de postes permanents va rester plus ou moins constant, mais le nombre de chercheurs augmente.
Donc en fait, pour les chercheurs précaires, ils vont viser l'obtention d'un poste permanent, bien sûr. Pour les statutaires, c'est les postes de direction ou alors les chaires prestigieuses d'université qui sont visées. Et alors en fait, on va juger ces chercheurs sur la quantité donc, et la qualité de leurs publications. Voilà, donc là on arrive au sujet après cette longue introduction, on arrive au sujet des publications. Donc en fait il faut savoir que pour pouvoir publier, il faut avoir exécuté un programme de recherche. Mais donc si on veut avoir exécuté un programme de recherche, ça suppose d'avoir obtenu des financements. Vous voyez un peu l'histoire encore du serpent qui se mord la queue. Hein. Puisque ces financements, on les obtient si on publie. Enfin, voilà. Bon, à ce moment-là, on va plus parler de compétition, mais d'hyper-compétition. Parce qu'en fait, la finalité des recherches va se substituer à l'obtention des moyens. Donc c'est un des effets pervers de ce système. Bon, maintenant, si on prend la compétition, on peut se dire que dans l'absolu, c'est pas mal. Parce que ça va permettre à des courants opposés de s'affronter. Mais ça, ça reste la théorie. Comme on l'a déjà mentionné, la recherche d'obtention des moyens prévaut sur la finalité de la recherche. Donc les chercheurs vont avoir tendance à s'écarter des règles déontologiques basiques pour acquérir ces moyens. Donc il y a plus de corruption, plus de triche et plus de fraude. Et au final, en fait, tout le temps que ces gens vont passer à essayer d'obtenir des fonds, à publier, va absorber en fait le temps qu'ils pourraient utiliser pour pratiquer leur recherche et faire du travail de labo. Donc il faut savoir qu'un scientifique va consacrer entre 30% et 50% de son temps à la rédaction d'un projet. C'est vraiment c'est quelque chose d'énorme. Alors en fait, ces gens-là vont rechercher la notoriété, hein, et ça va primer sur la qualité. Donc, et pourquoi ? Parce qu'en fait, forcément, quelqu'un avec une meilleure notoriété va trouver plus facilement des crédits. Et donc, c'est pervers dans le sens où, encore une fois, quelqu'un qui a moins de notoriété, mais un vrai savoir, un vrai savoir-faire, n'aura pas de crédit. Tandis que le gars qui a acquis une notoriété pas possible par la corruption, tout ça, lui, ça va passer, quoi. Donc c'est encore une fois une illustration du règne de la médiocrité. Et en fait, pour en finir avec l'hypercompétition, on peut dire que ça détruit la créativité. Donc la lutte pour l'obtention de fonds favorise la recherche par rapport à des sujets déjà balisés, au détriment de projets qui peuvent être plus innovants. Voilà. Donc ça, c'était l'hypercompétition. Maintenant, il y a un autre problème, c'est l'hyperspécialisation. Donc c'est aussi une dérive. Donc c'est un phénomène sans fin. Donc c'est la figure de l'expert qui connaît tout sur quasiment rien en fait. Donc ça pourrait correspondre à la taylorisation et à la parcellisation de plus en plus fine du travail. La notion de discipline au sens académique remonte au XIVe siècle, avec la création des universités modernes. La spécialisation en discipline, c'est quelque chose de positif, car elle permet la connaissance large d'un sujet, et ça peut stimuler la créativité. Par contre, l'hyperspécialisation ne permet seulement que d'entrevoir une infime parcelle d'une réalité d'un sujet. Donc on en perd en cohésion,
notamment la cohésion de la science. Et la pensée, on perd aussi en pensée globale et unitaire en fait. C'est le physicien donc Richard Feynman, qui est un prix Nobel américain de 1965, qui a dit la science est devenue la foi dans l'ignorance des experts. Donc, je répète, la science est devenue la foi dans l'ignorance des experts. Donc c'est assez intéressant, ce genre de déclaration venant d'un prix Nobel. Et il faut se dire que c'est en 1965, hein, donc on est en 2017. La situation s'est certainement pas améliorée, loin de là. Donc en fait, les chercheurs donc, qui sont engagés dans l'hypercompétition, encore une fois, vont perdre de vue la finalité du projet et de leurs travaux. Et la plupart des travaux vont faire référence à des études antérieures qui sont pour la plupart du temps récentes en fait. Donc il n'y a plus vraiment de chronologie. Et eux-mêmes vont naviguer dans un univers mental qui s'étale seulement sur une dizaine d'années, puisqu'ils ils sont obligés en fait de faire référence à des études antérieures, mais d'un passé assez proche. Donc du coup, ils vont évidemment perdre de vue les travaux bien antérieurs. Bon, et là on va, suite à ces petites digressions, là on aborde vraiment le sujet de l'édition scientifique. Bon, je suis désolé si ça peut paraître un peu long, mais cette intro est un peu nécessaire pour comprendre justement le sujet de l'édition scientifique. Donc en fait, cette hyper-compétition et l'hyper-spécialisation donc, ont nécessité la mise au point d'un dispositif de production éditoriale industrielle. Bon, quand on se penche sur le sujet, on remarque qu'il n'y a que principalement 3 groupes qui supervisent l'édition scientifique au niveau mondial, donc c'est pas beaucoup. Hein. On a Elsevier, donc, qui est un groupe anglo-néerlandais, Springer, qui est un groupe allemand, et Wiley, qui est un groupe américain. Et en plus d'être des éditeurs, en fait, ces entreprises font des audits spécialisés, et c'est elles-mêmes qui gèrent les bases de données scientifiques. Hein. Donc, chercher l'erreur, encore peut-être un cas de conflit d'intérêts. Donc à la base en fait les comités éditoriaux étaient composés de chercheurs confirmés. Aujourd'hui ils sont composés juste par des éditeurs professionnels et leur but c'est d'accroître leur prestige et entre guillemets d'optimiser les revenus tirés de la vente de leurs journaux. Hein. Voilà, c'est des businessmen quoi. Il faut se dire qu'il y a plus ou moins 24 000 journaux scientifiques à l'heure actuelle qui sont en activité. Et en 2014, on a recensé la publication de 10 millions d'articles donc sur l'année, hein, sur l'année 2014. Le nombre de journaux croît de 3% chaque année par rapport au sujet des sciences dures. Et alors, il croît de 8% pour tout ce qui est nouvelles disciplines. Donc, encore une fois, il y a de plus en plus de publications. Alors, bon, si on prend le cycle d'un article qui est soumis à publication, en fait, donc c'est d'abord, il doit passer par l'écriture, puis en fait, il est soumis donc au comité qui va l'évaluer et puis ils vont décider si cet article va être publié ou pas. Donc maintenant il faut savoir que le principal obstacle à la publication c'est sa soumission aux comités éditoriaux. Donc pour les plus grands journaux il y a 90 à 95% des articles qui sont rejetés, donc c'est énorme, hein. Et en fait, ce sont les éditorialistes qui décident de la publication ou non d'un article. Donc, même pas forcément des scientifiques. Hein. Si on se met du côté du chercheur, en fait, pour lui, c'est impératif de publier dans les revues prestigieuses
par exemple Nature, qui est détenu par Springer, Science ou alors Cell, là c'est le groupe Elsevier, parce que ça va lui permettre d'être reconnu. Et donc par la suite de toucher des fonds pour qu'il puisse financer ses recherches, quoi. Vous voyez un petit peu le circuit que ces gens doivent prendre. Donc un des problèmes aussi, c'est que la diffusion des idées neuves est entravée par les comités éditoriaux. Donc les comités éditoriaux sont constitués de chercheurs confirmés, et en fait ils sont juges et partis, quoi. Donc ils peuvent soit ralentir ou carrément annuler la publication d'idées concurrentes aux leurs. Encore une fois, un conflit d'intérêts. Ils vont invoquer des critères draconiens de sélection, donc pour refuser la plupart des publications. Et puis il y a un deuxième obstacle aux publications. Celui-là est plus pernicieux. Donc les grands groupes éditoriaux possèdent quantité de journaux ou de revues scientifiques de seconde zone. Et donc ces journaux-là vont publier des articles qui sont soit des redites ou des réactualisations d'articles anciens. Donc les éditeurs vont pratiquer une espèce de censure par dilution. Donc ça consiste à noyer en fait dans la masse les études que eux estiment dérangeantes pour le consensus mis en place. Et en fait ce système va ainsi pousser les chercheurs à frauder. Et ça, ces dernières années, on a remarqué que les cas de fraude sont de plus en plus nombreux ces dernières décennies. Je vais vous prendre un exemple concret en fait. Donc c'est l'affaire Jan Hendrik Schön. Donc ce gars-là, c'est un jeune physicien allemand. Donc Jan Hendrik Schön, au début des années 2000, donc, il travaillait chez Bell Labs, dans l'électronique organique. Et il va affoler en fait toute l'industrie, le petit microcosme de l'industrie microélectronique, en affirmant avoir mis au point un transistor de taille moléculaire, plus petit et plus puissant que les transistors classiques à silicium. Il va publier 90 articles en 10 ans et soudainement devenir une star de la physique. Il va remporter les prix sur prix, quoi. En 2002, en fait, il y a une commission d'enquête qui s'est penchée sur son cas. Et ils ont remarqué qu'il y avait 16 cas de fraude dans ses travaux. Et donc suite à ça, en fait, le gars va se faire renvoyer. Et il va même perdre, on va lui reprendre son titre de docteur. Donc, vous voyez, tout ça pour, encore une fois, frauder pour être financé. On remarque en se penchant sur les fraudes que la plupart des cas de fraude, ça concerne du plagiat. Et en fait, par exemple, il y a encore une fois, il y a des spécialistes informatiques du MIT donc qui ont mis au point en 2005 un programme capable de générer aléatoirement des articles. Donc la lecture du papier permet de détecter l'absurdité du texte en fait. Donc ça veut dire vous introduisez des mots, hop, le programme vous fait un article qui a l'air scientifique, mais quand on décode le truc, c'est absurde. Et ben ils ont remarqué que certains articles en fait ont passé le filtre du comité éditorial d'une revue américaine, et donc forcément ils ont été publiés. Les concepteurs du programme ont révélé la supercherie, mais évidemment les centaines d'articles bidons ont été malgré tout publiés, et aussi par les grands éditeurs comme Springer par exemple. Donc voilà, ça c'est la petite des gens qui mettent en place une petite quenelle pour
pour vous démontrer que le système n'est pas si fiable. Donc c'est pour ça que je disais en fait quand on est face à des gens qui vous disent ah oui tiens mais tel sujet a été étudié, ça a été publié dans telle revue, bah, c'est pas forcément gage de qualité les gars. Voilà, ça c'est une petite crotte de nez à tous ceux qui ridiculisent systématiquement les gens qui essaient d'alerter sur les dangers des médicaments et compagnie, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que la communication scientifique vise aussi à rassurer le public, hein. Parce que le public, il faut savoir, il est quasiment ignorant des questions scientifiques et surtout des principes de base de la science. Donc c'est pour ça que ce bouquin c'est pas mal parce que si vous n'êtes pas scientifique, et ben ça remet les choses au clair, quoi. Le gars redéfinit les termes basiques et les notions scientifiques simples en fait, hein. Voilà. Et en fait il faut se dire que si les gens, le peuple est ignorant des questions scientifiques, les élites qui dirigent et les politiques le sont tout autant, hein. Il n'y a pas de souci, quoi. Et donc ça c'est surtout dû au fait que l'éducation nationale s'est rendue incapable de transmettre ces éléments de base nécessaires au raisonnement. Donc ça, évidemment, hein, l'éducation nationale qui est là pour enlever tout esprit critique et formater la pensée et créer des bons petits consommateurs bien obéissants. En fait, quand on parle en privé avec pas mal de chercheurs, ils admettent la piètre qualité des publications scientifiques et eux disent que donc ils incriminent la course à la publication et cette obligation de publier toujours plus d'études. Et donc c'est vite fait, et qui dit vite fait, c'est pas forcément abouti comme il faudrait, quoi. Vite fait, bien fait. Ça a jamais donné quelque chose de terrible. En 2012, la compagnie américaine Amgen, donc c'est une compagnie pharmaceutique, a tenté de reproduire 53 études sur des molécules dédiées à la chimiothérapie. Il faut savoir que seulement 6 d'entre elles ont pu être confirmées. Donc 6 sur 53, hein, c'est pas terrible. Bayer a tenté la même chose. Donc dans le cas de Bayer, il faut savoir que 65% des études n'ont pas pu être répliquées. Donc afin d'étudier des systèmes toujours plus complexes, les scientifiques vont s'appuyer sur des modèles et ils vont réaliser des simulations. Et beaucoup d'entre eux en fait vont confondre les résultats de simulation avec la réalité. Parce qu'en fait les conclusions donc, qu'on peut retirer des simulations et des modèles, c'est de l'ordre des probabilités. Bon, c'est pas forcément la réalité. Et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi notamment dans le chapitre sur le fameux réchauffement climatique. Ça, bon, on verra ça plus tard. Donc pour conclure, on peut dire que l'activité scientifique est menacée, surtout par un contrôle bureaucratique de plus en plus inquisiteur. Bonjour. Donc un contrôle bureaucratique de plus en plus inquisiteur. Son organisation et son fonctionnement s'alignent sur les normes néolibérales du management. On peut aussi dire qu'elle se mondialise et qu'elle sert de plus en plus ses intérêts privés, surtout des grands groupes américains. On peut aussi constater que le flot de découvertes fondamentales se tarit et que les dirigeants tendent à orienter les recherches selon des directions susceptibles de débouchés économiques rapides et rentables. Toujours le profit, il faut payer les actionnaires et il faut du pognon. Voilà. Donc la pseudo-innovation qu'on nous vend souvent débouche en fait sur des avancées qui sont mineures
et quantitative. Donc en fait ça c'est pernicieux aussi parce qu'il y a tellement de... il y a plein de petites découvertes. On va avoir l'impression que ça avance, mais en fait c'est des choses, c'est minime quoi, hein, c'est pas vraiment utile. Voilà. Donc en fait on se rend compte qu'il faudrait valoriser les aspects plutôt qualitatifs, donc la fiabilité, la cohérence, l'originalité, la robustesse. Mais bon, ça on sait bien que ça va à l'encontre de la doxa actuelle, et cette doxa qui est prônée par les, entre guillemets, les élites de ce monde. Voilà, donc en gros j'ai fait un petit peu le tour de la question des publications scientifiques. Et donc encore une fois, bah écoutez, voilà, avant de critiquer. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui dénoncent en fait la mainmise des lobbies, qui critiquent en fait les médicaments, les vaccins. Donc ceux-là, ils sont souvent présentés comme des gens qui veulent retourner à l'âge de pierre, qui nient toute modernité. Or, il se fait que quand on se penche sur le discours de ces gens, voilà, si on a un minimum d'honnêteté intellectuelle et qu'on les écoute, on se rend compte que ces gens en fait ne vous disent pas tout est noir, tout est blanc. Donc il y a une partie en fait des choses qui sont développées par la science qui sont utiles, qui fonctionnent. Mais il y a une plus grosse partie en fait qui est nuisible, ça c'est clair et net. Donc déjà quand quelqu'un vous dit ouais non mais c'est un rétrograde et tout, bon, il y a fort à parier que cette personne laisse juste parler son ego et ne lise que des revues scientifiques officielles et elle-même accorde beaucoup trop de crédit à ce qu'elle lit quoi. Elle se renseigne pas. Donc en fait la leçon, si on veut, c'est quelque part il faut. C'est pour ça que qu'il faut creuser quoi. Il faut creuser, il faut se faire son opinion. Il faut remonter la source, voir qui paye. Surtout recroiser les sources aussi. Et bon, une fois que ce boulot-là a été fait, ben il n'y a pas de souci quoi. On a les arguments, voilà quoi. Donc bah voilà, j'espère qu'il y aura quand même des gens qui auront réussi à suivre jusqu'au bout, même si c'était... Ouais, jusqu'à présent, je crois que c'est ma vidéo la plus technique entre guillemets. Voilà. Mais ceci dit, donc merci à ceux qui ont suivi et bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais vous laisser sur une petite vue de ce bon vieux four à chaud. Voilà. Bah écoutez, courage. Surtout aux poteaux là qui essaient de mettre qui ont des chaînes YouTube et qui se sentent un petit peu découragés pour le moment. Je peux comprendre. Faut s'accrocher quoi. Entre les abrutis qui viennent troller, les crétins qui n'écoutent que leur ego, qui veulent ouais, enfin bon, qui servent d'idiots utiles. C'est triste, mais c'est comme ça. Allez, à la prochaine.